l'idée, c'est d'avoir une vie sexuelle sur la durée qui soit équilibrée, qui soit bienfaisante, qui soit satisfaisante, qui soit épanouissante, qui soit équilibrante, et non pas, à cause d'un cinéma, se retrouver avec des troubles. AVS avec Philippe Robichon. AVS, et le mardi, vous savez, AVS pour votre santé sexuelle et affective. Nader Alamit est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris. Je rappelle que vous avez fondé C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Ouais. Et vous envoyez du pays avec C'est Libérez-vous. Oui, parce que là, par exemple, on pourrait faire le tour de Paris en péniche. Non. Ben oui. Voilà. Alors moi, je dis toujours, ça sert à rien de vivre à Paris si c'est pour uniquement travailler et dormir chez soi. Hein. Paris, il faut en profiter culturellement. Sinon, c'est pas la peine. Va vivre. Il y a des lieux plus sympas où vous pouvez vivre loin d'une certaine pollution. Donc, si vous vivez à Paris, il faut en profiter. Vous avez raison. Il faut vivre dans cette ville-musée comme un Parisien, comme si on était des touristes. Exactement. Tous les jours, il faut rester les yeux grands ouverts et apprécier cette ville. Voilà, absolument. Bon. Donc, c'est Love Boat que vous faites. Yes. Vous connaissez c'était quoi le titre de la série là Croisière s'amuse d'ailleurs, je crois que c'est ça. C'est Love Boat en anglais. Love Boat. Voilà. La croisière s'amuse. C'est tout à fait ça. Vous avez raison. Ouais. Bien. La semaine dernière, nous avons consacré notre émission à la surexposition des enfants au porno et ses ravages. Et Nader, vous m'avez dit, mais il faudrait aussi insister sur les adultes aujourd'hui, parce qu'on n'insiste pas assez sur les ravages que fait l'industrie du porno sur les adultes. Et moi, je le vois en consultation, ça déchire les couples. Je crois que c'est vraiment un sujet hyper délicat que nous abordons là, le porno. Alors, évidemment qu'il faut faire attention aux enfants. Ça tombe sous le sens. Il faut être hyper vigilant par rapport à ça, parce qu'on est une génération quand même où les enfants ont très tôt des écrans, et donc quand même ils vont pas chercher par eux-mêmes, ça peut leur être suggéré. Donc il faut être hyper vigilant par rapport à ça. Très bien. On ne le dira jamais assez. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas éduquer les adultes, ou qu'ils s'éduquent eux-mêmes, à être des adultes avertis. Juste ça, moi c'est ça que je demande. À ce que les adultes soient avertis. Et d'ailleurs, j'aime pas trop ce titre « film pour adultes ». J'aimerais bien qu'on ajoute « film pour adultes avertis ». Voyez, averti de quoi ? Eh bien, averti de tous les troubles, justement, sexuels que cela peut engendrer. Voyez ? Donc, c'est ça, je crois, dont il va falloir parler et montrer quels sont les dangers, évidemment pour les enfants, mais ici, pour le coup, pour les adultes, que ça peut avoir sur leur propre santé sexuelle. Hein. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir une vie sexuelle sur la durée qui soit équilibrée, qui soit bienfaisante, qui soit satisfaisante, qui soit épanouissante, qui soit équilibrante, et non pas à cause d'un cinéma se retrouver avec des troubles qui vous empêchent justement d'avoir la sexualité dont je viens d'énumérer les bienfaits. Alors, ça se passe, je dis pas souvent, mais ça arrive dans les couples, quand l'un des deux découvre l'historique de ça ou de son partenaire et qu'il découvre qu'elle ou lui va sur des films pornographiques. Et là, c'est la douche froide, ils sont face à une réalité. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui découvrent que l'autre, finalement, a une consommation de films pornographiques ? Alors, ce que moi j'ai eu dans ma consultation, c'est que ça peut arriver qu'effectivement l'un ou l'autre découvre que le partenaire, souvent homme, a recours, donc justement consulte des sites pornographiques, et ça vient dans la discussion, mais où ça pose problème, donc justement on est vraiment dans le cœur du sujet, où ça pose problème, c'est quand il n'y a plus de sexualité dans le couple. Il n'y a plus de sexualité dans le couple, et que, par exemple, là, la madame découvre que la sexualité de monsieur est devenue de regarder, de consulter des sites pornographiques. Là,
là, le problème dans la communication sexuelle du couple, dans la relation dans le couple, devient problématique. Là, on s'entend plus. Là, on s'engueule. Alors, non seulement, il n'y a plus de sexualité entre nous. Alors, je m'étais fait une raison. C'est pas simple. C'est compliqué. Mais voilà que je découvre que finalement, si, t'en as une de sexualité, mais dans le virtuel. Elle est numérique. Elle est numérique. Voilà. Difficile de voir l'autre avec les mêmes yeux quand même. On le voit forcément plus de la même façon. Si on se rend compte que même si la personne vous dit bon, tu sais, j'y vais une fois de temps en temps. Enfin voilà, je mets des guillemets normal. Ouais. Mais c'est difficile de voir sa partenaire ou son partenaire avec les mêmes yeux. Bah, c'est vrai que les gens sont jamais très fiers d'avoir été attrapés un peu, si vous me permettez, la main dans le sac. Oui, non, vous avez raison. J'aime beaucoup l'image, Nader. Et puis de toute façon, c'est une consommation qui est honteuse d'une certaine façon. Et oui, qui est honteuse. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est évidemment pas ce que nous conseillons. D'accord ? Moi, ce que je conseille, c'est de faire l'amour. Voilà, c'est de faire l'amour pour de vrai. Voyez, que c'est bon pour la santé. Voyez, vous êtes en couple. Si il y a un problème pour y arriver, il faut consulter. Ne restez pas tout seul, toute seule dans votre petit coin à vous dire que toute idée fataliste, on n'y peut rien. Non, on peut changer, on peut renverser la trajectoire qui vous mène vers plus de sexualité dans le couple. On peut la renverser, mais il faut ne pas hésiter d'abord à en prendre conscience. Déjà, vous avez pas mal de gens qui sont dans un certain déni qui s'installe. Donc en prendre conscience et ensuite se dire qu'est-ce que je dois faire. Donc qu'est-ce que je dois faire, c'est par exemple consulter, voyez. Mais plutôt que d'être dans qu'est-ce qui va m'arriver ou qu'est-ce qui va nous arriver, être dans que devons-nous faire. Et il y a un tas de choses que l'on peut faire. Voyez. C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais quand on est pris, comme vous le dites très bien Nader, la main dans le sac, la première réaction c'est de nier. C'est difficile de dire oui, mais oui, t'as raison. Ouais. Non, c'est pas moi, c'est mon copain qui est venu la dernière fois, je lui ai prêté mon ordinateur. Oui, ou alors il m'a envoyé une vidéo, je l'ai pas ouvert. Ah bon, c'était ça ? Mais je pense que il faut peut-être, si tel est le cas, eh bien saisir cette occasion qui nous est donnée d'instaurer une communication, justement, une communication nouvelle dans le couple. Effectivement, voilà. Mais, vous savez, je n'ai pas les chiffres en tête, je les ai plus, mais tous ceux que j'ai pu voir montrent que la consommation de sites pornographiques est très élevée. Donc, si une telle consommation est si élevée, cela veut bien dire que beaucoup de gens y trouvent leur compte. Ils n'y vont pas comme ça. C'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, il ne s'agit pas, nous, de notre côté, de le nier. Mais essayez de comprendre où se situe cet intérêt. Voyez ? Et là, il y a une communication intéressante qui peut se faire à l'intérieur du couple. C'est-à-dire que plutôt que de se retrouver avec des... si vous voulez, évidemment, là, je suis dans la situation où on veut continuer de faire couple, où on s'aime, où on a envie de comprendre, etc. Oui, mais c'est justement envie de comprendre ce que l'autre fait. Ouais. Sur des sites pornographiques alors qu'on est en couple, ça peut être difficile d'apporter des éléments de compréhension. Évidemment, mais on n'a jamais dit que ce serait facile. Mais si on aime l'autre, quel est le choix que l'on a devant soi ? Est-ce que j'arrête de faire couple parce que pour cette raison-là, ou est-ce que j'essaie tout de même de comprendre ce qui nous arrive ? Parce qu'il s'agit de la relation. Moi, j'invite vraiment les gens à toujours comprendre qu'il s'agit de la relation, ou alors vous n'êtes pas en couple. S'il s'agit que de toi versus moi, ça s'appelle pas, ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle une collaboration d'un temps. Vous voyez, un partenariat d'un temps. Mais si on a décidé de véritablement faire couple,
là, il s'agit de la relation. Donc, on ne va quand même pas laisser les producteurs pornographes nous gâcher notre relation. On va essayer plutôt de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Mais qu'est-ce que ça dit d'un couple quand l'un des deux a besoin d'aller regarder des films pornographiques ? Alors, ça peut dire un tas de choses. D'abord, chaque cas est particulier. Vous avez des gens qui s'ennuient. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi ils s'ennuient. Vous avez des gens qui ont des bouffées de stress incroyables. Et il va aller trouver un palliatif à ce trop-plein de stress. Vous avez des gens qui sont curieux. Alors là, au début, c'est de la curiosité, puis ensuite, c'est un peu plus. Et puis attention, il faut quand même dire le mot, ça peut devenir une addiction. Et là, on est carrément dans autre chose. Alors, en général, ces programmes sont bien faits, ils savent vous appuyer pour que vous y reveniez. Hein. Absolument. Et l'addiction, c'est c'est une maladie. L'addiction, ça veut dire qu'on ne peut plus s'en passer. L'addiction, ça veut dire, et après il y a des degrés dans l'addiction, mais ça veut dire parfois qu'on ne peut plus, pas seulement s'en passer, mais on ne peut plus même se contrôler. C'est-à-dire que même au travail, même dans toute situation, vous vous retrouvez à vouloir faire en sorte que votre circuit de récompense là-haut, eh bien, il trouve sa réponse. Et donc, vous allez constamment être en quête de... alors, vous avez d'autres gens, c'est par désœuvrement. Le désœuvrement est autre chose que l'ennui. Voyez ? Mais est-ce que la consommation de films pornographiques quand on est en couple relève du jardin secret ou pas ? Au début, c'est toujours ça. Une personne se dit, j'ai effectivement mon jardin secret, pour reprendre votre jolie expression, et puis, après tout, je ne fais pas tant de mal que cela, puisque je ne trompe pas mon conjoint physiquement. C'est juste un divertissement. Le problème, il est que ce divertissement-là peut, lui, vous amener à quelque chose qui n'est plus uniquement du divertissement, dans la mesure où il va prendre la place de la sexualité que vous pourriez avoir en vrai, dans la vraie vie, avec votre partenaire. Voilà, nous parlons de la consommation de contenu pornographique et des ravages et de l'impact que ça a sur les couples ce matin avec Nader Alami. Aucun milieu n'est épargné par la consommation de contenu pornographique. Aucun milieu social, aucune ethnie, aucune communauté, aucune personne. Et aujourd'hui, les grand femmes, public, si j'ose dire. Les femmes ont rejoint les hommes dans la consommation de films pornographiques. Moins, semble-t-il. Moins, mais avec des contenus qui sont faits spécialement pour les femmes aujourd'hui. Ouais. En tout cas, c'est en progression. Ouais. Les sexologues sont en première ligne pour alerter et puis surtout pour prendre en charge les couples qui sont victimes de la consommation de ces films. On ne mesure pas encore l'impact de la consommation de ces films sur la vie sexuelle des couples, mais vous commencez à les voir, vous, en consultation. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose, mon cher Philippe. Dans ma formation, donc quand j'étais encore étudiant, on avait justement, je crois que je l'avais dit d'ailleurs sur ce plateau, on avait, en étudiant le cinéma, la sexualité et le cinéma, donc évidemment aussi le cinéma X, deux images qui étaient plaquées devant nous. Une tirée sur deux femmes de part et d'autre, une tirée d'un film des années 70 et l'autre tirée des années 2000, enfin voilà, contemporaine. 30 ans après, ouais. Et la grande différence entre les deux, c'était que sur la première, celle des années 70, vous aviez une femme dont le visage était rayonnant de plaisir, on sentait de la jouissance, puis voilà. Et que dans la seconde, celle qui était juste à côté, on voyait une femme qui était crispée de douleur, qui avait mal. Vous voyez ? Et ça, c'est tout de même... ces deux images étaient frappantes, tellement elles étaient vraiment différentes. Il y avait le plaisir d'un côté, la douleur de l'autre. Et le cinéma X aujourd'hui, donc, c'est largement orienté vers plus de douleur, davantage faire mal. C'est vous dire finalement à quel point on est très loin de la santé sexuelle. La santé, c'est pas de se faire mal. La santé, c'est de se faire du bien. Donc voilà ce que nos auditeurs, nos auditrices à quoi sont-ils appelés dans
s'ils consultent ce type de contenu. Voilà, c'est avoir des gens qui se font mal, et se faire mal, ce serait se faire du bien. Non, se faire mal, c'est se faire du mal. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les représentations que la pornographie en ligne véhicule sur la sexualité sont biaisées. Évidemment. Je vous invite à regarder même des interviews de professionnels de ce métier. Vous avez des gens... Tiens, par exemple, tout est du montage. C'est du montage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans des scènes pornographiques, finalement, des hommes qui sont, comme on le dit, éjaculateurs précoces, qui souffrent d'éjaculation précoce, en tout cas, mais pas de problème, puisqu'ils peuvent éjaculer, puis ensuite, la chose est enregistrée, et on remet ça... On reprend le tournage et on met ça à la fin, comme si la scène avait duré 30 minutes. Voilà, mais absolument rien n'est vrai. C'est du cinéma. Mais c'est du cinéma, mais c'est dit que c'est du cinéma. Mais si vous voulez, la perversion, elle est là. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est du cinéma. Mais malgré cela, il y avait un article du Monde la fois dernière, malgré cela, cet article disait donc que les 18-24 ans avaient largement laissé s'influencer leur sexualité à travers les contenus pornographiques. Donc c'est du cinéma, tout le monde sait que c'est du cinéma, mais ça influence grandement la sexualité de beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui se passe quand le ou la partenaire avec qui vous faites votre vie, avec qui vous êtes véritablement engagé, n'est pas du tout adepte de ce type de sexualité? Là, il y a une situation problématique qui s'est créée, savoir que vous ne communiquez plus sexuellement de la même façon. Alors, une étude américaine s'est intéressée à l'effet de la pornographie sur la stabilité des mariages, et résultat, dans l'ensemble, un couple risque 2 fois plus de divorcer si c'est l'époux qui se met à regarder du porno, et si c'est madame qui commence à regarder des films X, eh bien le risque est presque le triple. Voilà, donc effectivement, ça a quand même un impact sur la stabilité des couples. Donc c'est vrai qu'on parlait de ceux qui étaient découverts par leur conjoint tout à l'heure, et sur l'impact que ça avait sur le couple, mais c'était quand même, ça mettait le couple sérieusement en danger, en fait. Et ça le met, je le répète, surtout en danger quand il n'y a plus de sexualité dans le couple. Ça passe mieux, ce que j'ai pu observer, quand il y a tout de même de la sexualité dans le couple, et que madame trouve, tiens, voilà, bon, c'est pas méchant, j'ai vu dans son historique que de temps à autre, il y avait de la consultation de ce type de contenu, mais c'est bien moins compréhensible quand il n'y a plus de sexualité dans le couple. Là, effectivement, là, il y a consultation, généralement. Comment les gens amènent la question de la consommation du porno quand ils viennent vous voir en consultation? Est-ce qu'ils le disent d'emblée ou ils... Non, moi j'ai eu des gens qui ont pris rendez-vous pour cela. C'est-à-dire que voilà, mon époux, et là il y a un ultimatum généralement de la dame qui prend la responsabilité de prendre rendez-vous et de dire à monsieur, on y va. Et d'ailleurs, je trouve ça magnifique. Je trouve ça bien. Je trouve ça magnifique. Vous avez une dame là qui veut... Elle laisse une chance, on va dire. Qui laisse une chance, qui veut comprendre, qui veut que cela soit pris en charge. C'est magnifique. Voilà. Elle n'est pas du tout... elle a dépassé le stade du simple jugement. Elle s'est dit, on a investi ensemble dans cette relation, on a certainement encore des choses à faire, voyons quel est le problème. Donc il y a une prise de conscience là. C'est formidable. C'est ça à quoi il faut... vous savez, c'est difficile de... La souris résiste rarement à la tentation du fromage, mon cher Philippe, vous le savez bien. J'adore vos métaphores. Oui, mais donc, comment vous avez oui. Alors, si je prends les jeunes garçons, vous avez des jeunes garçons qui ont 15-16 ans, 17, 18, ils sont boostés à 100% de leur niveau de testostérone, vous leur donnez des écrans, vous balancez dedans des corps de femmes magnifiques, et vous leur dites, ah mais attention,
c'est quand même, admettons-le, très difficile pour eux aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, pour adultes avertis, il y a une véritable prévention à faire. Ce n'est pas si anodin que cela. Moi, je dis qu'il faut faire très, très attention à ça. Et où est-ce qu'on en parle de cela ? À l'école, on n'en parle pas. Dans les programmes télé, on n'en parle pas. Où est-ce que cette prévention est faite ? Je trouve que c'est quand même très étrange que quelque chose qui soit à ce point dangereux pour la santé sexuelle, il ne s'agit pas uniquement de faire de la morale ici, dangereuse pour la santé sexuelle des individus, vous le disiez, pour la stabilité des couples. Comment se fait-il que cette chose-là ne soit pas traitée comme, qu'il y ait de la prévention sérieuse à ce sujet. Mais est-ce que ça veut dire, Nader, que finalement, la pornographie, à laquelle nous, on n'avait pas accès dans notre jeunesse, parce qu'il n'y en avait que dans les cinémas. Il fallait aller au cinéma où il y avait des revues et qui puis ensuite, existaient. il y a eu des cassettes vidéo qu'il fallait... mais là, déjà, on avait accès. Déjà, la cassette vidéo, j'ai envie de vous dire que ça allait chez vous. Ouais. C'est ce que je veux dire, c'était pas la même chose. À la maison. Ouais. Avant, il fallait aller dans des cinémas et acheter un magazine, c'était la honte. Alors, c'est comme ça que vous faisiez. Vous alliez... à l'époque, c'était le cinéma. Moi, j'habitais à la campagne. D'ailleurs, donc il y avait pas de cinéma. Il fallait aller à la ville. Fallait aller à la ville. Effectivement. Aujourd'hui, c'est encore plus chez vous, si j'ose dire. C'est carrément sur votre téléphone. Donc, c'est même plus. Il y a même plus un seul écran de télévision à la maison où il faudrait attendre que tout le monde ne soit pas là, soit couché. Enfin, voilà, il y a toute une stratégie qu'il fallait mettre en place. Là, il n'y a même plus besoin. Donc, et où est la prévention ? Alors, il y a des pays qui ont mis en place des pare-feux, mais ça paraît un petit peu compliqué, tellement les producteurs de ces contenus trouvent des parades. Mais est-ce que ça veut dire que la pornographie, c'est banalisé ? C'est complètement banalisé. Enfin, vous savez, moi, j'ai une opinion politique à ce sujet, mon cher Philippe. J'ai pu voyager un peu dans le monde et m'intéresser à ces choses-là. J'ai pu observer qu'il y a des pays, effectivement, où c'est interdit. On ne peut pas visualiser ce type de contenu. Et quand je pose la question à des représentants de ce pays-là, on m'explique qu'effectivement, c'est interdit, on me donne des raisons, etc., etc. Ok, très bien. Mais moi, je me suis fait ma propre idée. Je pense que dans les pays où c'est interdit, c'est parce qu'on veut... Il y a l'idée d'une politique démographique, c'est-à-dire qu'on est très peu nombreux, et donc on voudrait faire en sorte d'être plus nombreux. Je pense à Dubaï, je pense au Qatar, je pense à des pays comme ça, où la démographie est tellement faible qu'on a davantage intérêt à ce que les gens se marient et fassent des enfants. Et donc, les maintenir dans une certaine frustration, c'est augmenter les chances qu'ils aillent se marier. Or, dans d'autres pays où la population est très importante, là, ce serait une politique indirecte antinataliste. Antinataliste indirectement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens ne vous mariez pas, on ne peut pas dire aux gens n'ayez pas d'enfants. Donc on va être beaucoup plus relâché à ce niveau-là, de telle façon que vos semences, messieurs, soient dilapidées comme ça, et qu'il y ait moins de chances à la clé qu'il y ait moins de gens à la maternelle. Vous pensez que l'accès à la pornographie est beaucoup plus facile dans les pays où... Écoutez, il y a bien des pays qui donnent l'autorisation et d'autres pays qui disent non. Donc à un moment donné, il y a bien une décision politique qui dit oui et qui dit non. Non, il y a peut-être aussi alors, je ne sais pas, mais je mets des guillemets, mais des raisons religieuses. Je n'y crois pas, parce que si on prend la chose d'un point de vue religieux, oui, on m'a posé la question, mais vous avez des pays musulmans où c'est tout à fait libre, mais complètement libre d'accès. On parle de l'impact des contenus pornographiques sur le couple aujourd'hui avec Nader Alami. Pourquoi est-ce que, selon vous, la pornographie et les contenus pornographiques sont-ils un obstacle à la sexualité réelle ? Parce que pour qu'il y ait sexualité réelle, il faut qu'il y ait frustration. La frustration engendre le désir. Et le désir est une question qui demande une réponse.
Donc la réponse est, normalement, voilà, l'accès à une sexualité réelle. Si maintenant vous l'avez en consultant de l'image, de la vidéo, ben du coup, votre frustration a été, si vous voulez, enfin votre désir a été assouvi. Ça vous donne pas plus envie de passer à l'acte, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Ben moi, j'observe malheureusement que ça. Alors c'est vrai que beaucoup peuvent croire que ça donne plus envie de passer à l'acte. Ben écoutez, ce qu'on a envie de réaliser. Mais ce qu'on a observé. Alors il y a deux choses d'abord. Hein. Ce qu'on a observé, c'est plutôt l'inverse. C'est beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui qu'il y avait plus de passage à l'acte, enfin il y avait plus de sexualité réelle dans les années précédentes, notamment les années 70-80, que dans les années qui sont les nôtres aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a quand même, voilà, entre autres choses, il n'y a pas que ça, il y a plein de... Mais il y a aussi cet accès pour tous aux sites pornographiques, même quand on ne le demande pas. Voilà. Aussi, autre chose, il y a un aspect social. Il y a toujours, à un moment donné, il y a toujours pour ceux qui sont en couple, il faut que l'autre soit aussi dans cette idée de la sexualité, d'une part. Hein, on parlait des deux images, des deux sexualités différentes entre les années 70 et aujourd'hui. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a une question qui se pose. C'est une question qui se chiffre. Combien ? Donc, il y a ceux qui ont les moyens d'avoir une sexualité totalement diversifiée, quand ils veulent, avec qui ils veulent, etc., etc. Et il y a ceux qui ont les moyens de continuer à regarder des sites pornographiques, qui n'ont pas les moyens d'aller plus avant. Alors, à noter que notre cerveau est fait comme ça, il y a une forme de désensibilisation, c'est-à-dire que plus ça va, plus on a tendance à regarder des contenus de plus en plus hardcore pour avoir la même stimulation. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Exactement, et justement ce qu'on regarde en sexologie aussi, c'est, vous parlez tout à l'heure d'historique, de contenu, etc. C'est si une personne regarde toujours, donc ça fait partie des questions qu'on pose. Est-ce que vous regardez toujours le même type de contenu? Après, on analyse un petit peu le contenu. Ou est-ce que la personne a besoin d'aller toujours plus loin dans le hardcore, dans les contenus qu'elle regarde? Est-ce que c'est juste, voilà, est-ce que c'est toujours la même chose? C'est moins grave, évidemment, c'est moins grave. C'est moins grave quand elle regarde. Après, ça dépend évidemment des contenus. Mais c'est moins grave si c'est du contenu soft et qui est toujours le même, que si on est avec une personne qui a besoin finalement d'aller toujours plus loin. Voilà. Et comme vous le dites souvent, Nader, le premier organe sexuel, c'est son cerveau. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Vous savez, il y a un schéma qui part d'abord de la frustration, comme on disait, et qui va être comment activer un peu tous les circuits pour arriver à la récompense. Et puis ensuite, voilà, le cerveau va redemander cela. Et encore, et encore, et encore, et encore. Mais après, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en couple? Alors, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en couple, c'est quand même problématique parce que vous pouvez débarquer. Ça, je l'ai eu, mon cher Philippe. Débarquer dans. Voilà, j'avais une dame qui, voilà, elle se met en couple, elle a 30 ans. Avant de se mettre en couple, donc avant de connaître son époux, elle consommait donc ce type de contenu. Mais quand elle s'est mise en couple avec monsieur, elle n'arrivait pas à jouir pleinement de la relation sexuelle avec lui parce qu'elle avait déjà justement paramétré, si vous me permettez cette expression, son cerveau à quel rythme donner justement. C'est ce qu'elle faisait auparavant en consultant des films, des contenus pornographiques. Quand elle se retrouve avec son époux, c'est à tout autre rythme, mais ça ne fonctionne pas au départ. Donc on prend ce risque aussi, quand on est célibataire, à ce que sa sexualité soit uniquement basée sur du contenu pornographique. Le jour où on se met en couple, ça peut poser problème. Quel lien faites-vous, Nader, entre consommation de contenu pornographique et le dysfonctionnement érectile? Alors, ça c'est l'un des risques. Le dysfonctionnement, la dysfonction érectile. C'est l'un des risques. Autre risque aussi, c'est le trouble du désir. Oui. Pour parler simple, si votre excitation, qu'est-ce que c'est que l'érection?
L'érection, c'est le résultat d'une excitation. Voilà. Pour parler simple, c'est le résultat d'une excitation. Si votre excitation, vous l'avez en visionnant un type de contenu. Donc votre cerveau, encore une fois, est paramétré de telle façon qu'il faut ce type de visu pour qu'il y ait excitation. Nos yeux sont les fenêtres un peu de ce cerveau. Si vous ne l'avez pas, quand vous êtes avec votre compagne, et il y a de très grandes chances que vous ne l'ayez pas. Pas que vous ne pouvez pas l'avoir, mais il y a beaucoup de chances que vous ne l'ayez pas. Parce qu'on n'est plus dans le cinéma, on est dans la vraie vie. Eh bien, vous prenez ce risque, effectivement, d'avoir ce trouble érectile, non pas parce que vous êtes atteint comme ça, vous n'arrivez pas à avoir une érection et c'est comme ça parce qu'il vous manque de la testo, parce qu'il vous manque ceci ou cela. Non, c'est uniquement parce que vous avez paramétré votre cerveau de telle façon qu'il n'a pas, dans la réalité, ce que lui réclame, ce que vous lui avez fait demander de réclamer. Voilà. Donc en fait, il est conditionné. Il est conditionné. Comment on fait pour déconstruire les images du porno ? Est-ce que c'est possible ? Alors, généralement, on passe par de la TCC, technique cognitivo-comportementale. On essaye de voir un petit peu. D'abord, il faut une prise de conscience, et prise de conscience réelle. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que la personne se dise véritablement je veux arrêter cela. Ça m'embête dans ma vie, ça ne me va pas. Et il y a différentes façons de dire je ne veux plus cela. Il y a une façon qui est importante, je ne veux plus cela parce que ça fait souffrir ma compagne. C'est problématique pour la relation. Mais il y a une façon encore plus forte, c'est quand vous dites que même pour moi, je ne veux plus de ça. Je veux avoir une véritable relation sexuelle avec ma compagne. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie. C'est ça que je veux. C'est faire l'amour avec ma femme. Vous voyez ? Donc là, il y a la prise de conscience. Et ensuite, il faudra essayer de trouver quels sont justement les stimuli, quels sont les moments, comme une espèce de schéma où il y a ce besoin d'aller consulter qui se fait. Et il va falloir, en fait, remplacer les besoins. Parce qu'on ne peut pas réussir une thérapie en enlevant mais en ne donnant rien. Il faut donner autre chose. Et c'est pour ça que... Alors, cette autre chose, ça dépendra des gens. C'est pour ça que chaque cas, et je le dis vraiment, faites attention à cela, chaque cas est vraiment particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas faire du copier-coller ici. C'est comme en matière de sexualité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais la dernière fois, on avait parlé des aphrodisiaques. Ce qui peut marcher pour l'un, forcément, c'est pas obligé que ça marche pour tout le monde. Et ben c'est pareil. Voilà. On peut complémenter cela avec quelques séances d'hypnose, de l'EFT, on en parlait la dernière fois, pour rebooster un petit peu la confiance, parce que vous avez aussi des gens qui perdent confiance en eux, qui ont une mauvaise appréciation d'eux-mêmes à force. On disait tout à l'heure, on n'est pas très fiers quand il y a un avant et un après. Alors vous avez la personne qui avant et pendant est tout à fait excitée, etc., etc. Et après, il y a une chute quand même de l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Et puis aujourd'hui, ces films mettent la pression. Il y a une injonction à la performance. Bien sûr, faites bien de le rappeler. Une injonction à la performance qui nous éloigne justement de la santé. Qui nous éloigne de la santé sexuelle. On passe de passer un bon moment. Faire l'amour, c'est passer un bon moment. C'est se rencontrer dans l'intimité la plus extraordinaire qui soit. Tu dois. Je dois. Déjà quand même, voilà. Et puis après, où est-ce qu'on place la barre ? Si on place la barre au niveau de ce qu'on a pu voir dans un contenu pornographique, ça peut être compliqué. Quel a plus d'influence sur l'autre ? Est-ce que c'est la vraie vie qui a plus d'influence sur les contenus pornographiques, ou c'est la pornographie qui influence le plus la vraie vie ? De mon point de vue, et très clairement, moi je crois que ce sont les contenus pornographiques qui ont influencé la vraie vie.
Le cinéma se veut... alors que c'est vrai qu'on pourrait croire que la réalité dépasse toujours la fiction. Moi, je crois. Enfin, après, Bon, non, mais je vous pose la question, comment vous, en consultation, vous le voyez, quand on parle de télé-réalité, c'est de la télé, c'est pas la réalité. Le cinéma, tout à l'heure, vous disiez, c'est du cinéma. Donc, finalement, le cinéma, c'est des films. Ouais. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Après c'est vrai que dans plein de domaines, on peut véritablement s'apercevoir que la réalité dépasse la fiction. Mais... beaucoup de gens se sont mis, par exemple, à fumer parce qu'ils ont vu leur acteur préféré en train de sortir une cigarette à l'écran. Ouais. Et donc, de la même façon, le mode de vie que nous adoptons, dont nous faisons nôtre, est tiré aussi. Moi, j'aime bien cette image. Les yeux sont les fenêtres du cerveau. Donc, ce que nous voyons, nous sommes ce que nous voyons, nous sommes ce que nous lisons, nous sommes ce que nous mangeons. Voilà, ça a un impact dans notre vie réelle au quotidien. Donc, moi, je suis... Et voilà, et vous aviez cet article, encore une fois, dans Le Monde, qui disait que les 18-24 ans, la différence, c'est que aujourd'hui, les jeunes adultes découvrent leur sexualité ou découvrent la sexualité généralement par la pornographie, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on découvrait la sexualité. Il y a seulement 10 ans. Hein. Voilà. Hier, ce matin. L'arrivée des téléphones, des smartphones. Exactement. Bien, alors vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui diffusent des programmes de Beurre FM. Vous pourrez voir la vidéo de cette émission et constater une fois de plus que Nader Alami a un très joli polo. C'est ça. Je ne veux pas être tout à fait le commentateur de vos tenues, mais ceux qui visionnent les vidéos le font pour moi. C'est gentil. Et je vois que vous n'avez pas seulement une collection impressionnante de couvre-chefs, mais vous avez aussi des polos très ensoleillés, Nader. Alors c'est ma femme qui s'occupe de tout. Voilà. Maintenant on sait qui vous habille. La casquette, c'était votre femme aussi? C'est mon fils. Ah oui, bien. Nader Alami, tous les mardis sur Beurre FM, voilà, et habillé voilà, dans une émission par sa famille tous les mardis sur Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.